tout est bon. Alors, je me présente très rapidement parce que c'est pas l'essentiel du sujet. Philippe Carrette, donc j'ai un certain nombre d'années en aéronautique, 25 ans de vol, et la particularité, ou pas d'ailleurs, d'être paraplégique. Donc j'ai commencé à Vénissieux à voler, dans un premier temps en pilote privé, puis ensuite avec quelques qualifications additionnelles, commercial, instructeur, etc. Voilà, donc je remercie une fois de plus Étienne, mon nominatif, Étienne Serreto, de m'avoir fait confiance pour présenter le sujet particulier que je connais bien, celui du handicap moteur, relié donc à l'aéronautique et à l'avion en particulier. Parce qu'il y a l'hélico, l'ULM, il y a plein de choses qui volent. Pour moi, c'est l'avion, c'est un petit sujet bien précis. Je le connais un petit peu, je prends le train, ou plutôt l'avion, en marche. Moi, je suis qu'un petit pion qui a commencé il y a 25 ans, qui vole encore. Mais mes prédécesseurs ont travaillé bien avant pour qu'il y ait des cockpits adaptés à mon handicap pour que je puisse faire ce que je fais aujourd'hui et qui pourront ensuite encore se développer à l'avenir pour d'autres. Voilà. Moi, je me donnais envie, mais je ne suis pas un spécialiste. Alors, merci aussi à la 3AF, l'Aéroclub de France et Fans for All qui ont organisé cette belle journée aujourd'hui. Alors là, on m'a dit de faire une présentation pour tous. Je ne suis pas très habitué, donc je vais décrire aussi les images pour ceux qui ont des difficultés à les voir. Alors j'ai préparé quelque chose qui comporte une audio description. Sur la première diapositive, je présente un historique. Donc moi, j'ai commencé dès la fin des années 90, mais depuis le début des années 70, 1972, les choses existent en France, c'est-à-dire sous forme de malonniers, donc des palonniers à main, ont été développés pour permettre le pilotage uniquement en main, sans les membres inférieurs. L'évolution technique pour l'adaptation des cockpits et de la réglementation évolue depuis maintenant 50 ans dans notre pays. La France, mais aussi les États-Unis et l'Angleterre, ont contribué le plus aux avancées. Et d'ailleurs, pas uniquement pour faire quelques bouts de tubes certifiés, évidemment de sécurité, pour faire évoluer aussi les mentalités. Vous doutez bien que le plus compliqué, c'est pas de soulever 2-3 tubes et de faire en sorte que les jambes soient remplacées par un mouvement de la main, et de le faire accepter, c'est bien autre chose. Quels sont les profils et le cadre actuel? Aujourd'hui, les types de handicap concernés. Alors, plusieurs choses. Pour ce qui concerne le volet médical, nous avons un handicap physique des membres inférieurs, c'est quelque chose d'assez précis, d'assez ciblé, principalement pour les personnes paraplégiques ou amputées. Le classement systématique d'inaptitude d'un point de vue médical à la visite initiale est ensuite examiné par un centre de médecine aéronautique et envoyé un dossier du conseil médical de l'aéronautique civile pour une étude au cas par cas. Bien évidemment, un paraplégique ou un amputé ne ressemble pas du tout à un autre, et donc les capacités résiduelles doivent être analysées et en adéquation avec le dispositif qui va compenser ce handicap. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que dans le cadre actuel, au niveau du pilotage privé, nous avons aujourd'hui, pour faire un état des lieux, environ 50 pilotes, planeurs, avions, en France. La même chose en Angleterre, en Allemagne, on ne les a pas recensés exactement. Et en Europe, la Belgique, Luxembourg, Suisse, les pays du Nord et l'Espagne ont suivi. Ils ont quand même été les premiers en France, pour une fois, sur la question du handicap, d'un point de vue professionnel, l'entonnoir se restreint un petit peu, on n'est pas très nombreux. 3 ou 4 CPL en France, CPL, donc pilote commercial, qui aboutit à quoi? Pas au transport aérien de public avec les passagers, mais pour des travaux aériens de type remorquage de planeurs, surveillance maritime, feu, instruction aussi. Et il y en a non seulement en France, mais en Angleterre, en Italie, sous d'autres réglementations que la nôtre. Nous, c'est le ASA, pour les autres, c'est la FAA aux États-Unis, la CA en Angleterre. Un arrêté en 2003, en France,
a été complétée en 2008, puis en 2013-2018, je vais assez vite, pour les différentes qualifications, par exemple l'instruction, le vol d'instrument et la voltige. Voilà, donc, sur la diapositive, là, on aperçoit quelques pictogrammes qui représentent le handicap moteur, l'amputation, le logo du conseil d'un centre d'expertise médicale et les différents drapeaux représentant les nations qui ont déjà investi ou ouvert leur regard sur la question du pilotage pour les personnes en situation de handicap moteur. Diapositive suivante, je l'ai intitulée « Comment embarquer ?» C'est bien tout de dire on va pouvoir piloter un avion de telle ou telle manière. Il faut quand même monter dans l'avion à un moment donné. C'est la question qui se pose assez régulièrement quand une personne lambda arrive et me voit sur un aéroport à côté d'un avion. Mais bon sang, comment il va monter? Parce que c'est pas forcément facile. Bon, alors déjà, le type d'avion qui s'offre à nous est plutôt bas, avion d'aviation générale, d'une faible hauteur qui permet à une personne qui est en fauteuil roulant ou amputée d'y accéder plutôt facilement, sans dispositif particulier. Pour d'autres avions, donc là c'est là le challenge qui est aujourd'hui, c'est justement d'offrir un plus grand panel d'avions avec des adaptations qui peuvent être possibles pour accéder aux avions de type aviation d'affaires par exemple. Alors il y a une réglementation française qui est assez précise, on ne va pas détailler l'article évidemment, mais on en a parlé avant, l'arrêté 2003 modifié en 2008, qui stipule une phrase particulière, celle-là on la cite, elle est intéressante, être capable, pour l'accès, par ses propres moyens, je l'ai souligné en vert, de s'installer aux commandes de l'avion, utiliser et de l'évacuer, de monter à bord de l'avion, le cas échéant, avec une aide extérieure. Ça veut dire qu'il y a deux champs possibles. Soit on monte tout seul, on embarque, on débarque, pas de problème. Soit on peut utiliser une aide extérieure. Donc ça, c'est plutôt nouveau. Et c'est, comme je l'ai dit, une ouverture pour quelques nouveaux défis, on aime ça, techniques, pour embarquer dans un avion. C'est pas facile. C'est haut, c'est étroit, il y a des marches. Il faut pouvoir embarquer aussi notre appareil, nos cannes si on est amputé, notre prothèse évidemment, ou le fauteuil roulant. Alors les avions à aile haute, c'est facile. Les avions à aile basse, en général, c'est ce qu'on voit sur la photo, je la décris. On voit une jeune femme assise sur l'aile. Son fauteuil roulant est encore au sol. Elle est sur l'aile à mi-chemin entre le sol et le cockpit. Elle va avec ses bras monter, faire passer ses jambes à l'intérieur et ensuite céder uniquement à la force de ses bras pour rentrer en place avant, en place pilote. Attraper le fauteuil, enlever les roues et le mettre à l'arrière de l'avion pour pouvoir ensuite piloter et voyager. Sur les autres photos, on aperçoit des avions de type commercial de faible dimension, une dizaine de places, avec l'escalier principal pour tout à chacun qui est doublé d'un autre dispositif qui permet à une personne de s'asseoir sur un siège et ensuite d'être électriquement monté ou mécaniquement sur l'autre photo, monté à bord et faire suivre le fauteuil roulant ensuite. Le fauteuil, parlons-en très brièvement. Qu'est-ce que ça représente? Pour un fauteuil manuel, c'est ce qu'on utilise pour la plupart du temps en tant que paraplégique, ça représente grosso modo un petit volume de 80 cm par 60 par 60 qu'il faut loger dans l'avion, donc ça c'est pas trop encombrant et pour un poids de 10 kg, ce qui n'est pas non plus pénalisant pour la charge de l'avion. Une fois qu'on a embarqué, comment piloter? Alors définition d'un ballonnier, terme générique de l'interface de compensation du handicap des membres inférieurs. Stricto sensu, il s'agit de ballonniers doublés, c'est-à-dire que les ballonniers d'origine sont conservés. L'origine n'est pas modifiée et toujours opérationnelle. Et tout cela est doublé par un système manuel additionnel, si possible amovible, pas tout le temps, permettant d'actionner la dérive et aussi quelquefois le frein avant et les freins. En fonction des aéronefs, voilà, comme je viens de le dire, les freins, la commande de gaz ou les aérofreins sur les planeurs doivent être pilotés également tout en manuel. La fonction des commandes manuelles, dans les phases critiques de vol, le pilote doit avoir la maîtrise conjointe
les 3 mouvements, roulis, tangage, lacé, okay, donc pilotage de l'avion en 3 dimensions, de la puissance des aérofreins et au roulage des freins eux-mêmes. Les 2 freins, trains principaux ou les freins directionnels droite et gauche. 2 photos et un schéma sur la diapositive. La première photo, on aperçoit, elle montre le baleinier d'un planeur. Le zoom est fait sur un cockpit de planeur, une personne est à bord, le planeur est au sol, hein, et la personne a ses 2 mains positionnées pour sa main droite sur les commandes de vol classiques, donc le manche de l'avion qui contrôle le roulis et le tangage, et sur ce manche, à l'avant du manche, on voit une poignée de frein, ça c'est une commande additionnelle, et de sa main gauche, le pilote du planeur empoigne une boule qui est le ballonnier du planeur, et par un mouvement avant-arrière, ce ballonnier commande de manière assez directe, avec des bielles et des tubes mécaniques, les ballonniers. Le schéma et la photo également sur cette diapositive décrivent cette fois-ci un ballonnier avion sur un avion de type Robin, comme les classes d'aéroclub. La photo donc, permet de voir le ballonnier en place centrale entre les 2 sièges, et le schéma décrit un peu plus en 3D comment fonctionne le ballonnier. Bon, là aussi c'est très mécanique, très basique. Un système poussé-tiré pour la commande des ballonniers à la main, et une rotation de poignée pour la commande des gaz, droite-gauche, et une poignée de frein classique derrière le manche pour les freins principaux. Comment piloter? Diapositive numéro 2. Cette fois-ci, on parle du contrôle et de l'ergonomie des contrôles. Donc, pour tenir compte des normes d'effort à respecter, donc la force des bras, puisque c'est ce qu'on utilise nous dans l'avion, la force des biceps, triceps, brachiales, de l'avant-bras et des poignets. C'est ce qu'on sollicite pour le contrôle du lacet, des gaz. Et l'application du standard développé depuis les années 70 est préférée dans le cas des ballonniers pour un fonctionnement exclusivement mécanique. Par la suite, il y a eu d'autres fonctionnements électromécaniques, voire même automatiques dans certains cas. Alors, l'ergonomie la plus classique, c'est un mouvement de poussée-tirée pour l'axe de lacet, donc pousser pour le ballonnier gauche, tirer pour le ballonnier droit. Ça, c'est une petite logique au niveau physiologique, qui est celle de l'orientation des épaules et du buste. Donc voilà, un mouvement du buste à gauche, évidemment. Le but censé, c'est d'actionner le ballonnier gauche pour orienter l'avion à gauche. Il ne s'agit toutefois pas d'un impératif absolu. Les ballonniers sur Clipper, par exemple, s'actionnent de haut en bas et restent tout à fait intuitifs. Évidemment, il y a une petite période d'apprentissage nécessaire, mais c'est pas bien compliqué. En complément, lorsque les gaz sont ramenés sur le levier de la dérive, le levier du ballonnier, la rotation du poignet est utilisée. Donc là, on parle un peu méquiné, mouvement de supination-pronation pour augmenter ou diminuer la puissance, ou bien le principe de l'accélérateur de moto pour un débattement qui est celui le plus fonctionnel de 90 heures entre le ralenti et les pleins gaz. Là, 2 séries de photos sur la diapo. Donc un ballonnier avion de type Robin. On voit le ballonnier démonté, il n'est pas sur l'avion, il est posé sur l'étagère, on va dire. On voit un tube d'une trentaine de centimètres, plutôt vertical. Sur la partie haute du tube, la commande de gaz en poignée rotative. Sur la partie basse, on aperçoit un cube. De ce cube sortent 2 petits leviers. L'un des leviers va actionner la dérive, et l'autre, c'est la sortie des commandes de gaz. Dans cette même série de photos, on aperçoit un opérateur avec ses 2 mains qui peut déconnecter le manche, donc une partie résiduelle qui reste fixe sur l'avion, et une autre partie, donc amovible, qui permet d'être désenclenchée quand l'avion n'a pas besoin d'être piloté à la main, mais reprend un fonctionnement de pilotage classique. Sur la série de photos de droite, un autre type de ballonnier, celui-là concerne un Cessna. On aperçoit sur la partie gauche
un zoom, donc avec un zoom sur ce ballonnier dans le cockpit, un manche arrimé au sol, fixé sur les rails du siège pilote. Ce manche plutôt vertical, une trentaine de centimètres, permet d'être actionné avec la main gauche et d'agir sur les freins. Et un autre manche en main droite, de la même longueur, une quarantaine de centimètres, avec le principe de fonctionnement pouce-étiré pour agir sur l'axe d'acier, palonnier droite, palonnier gauche, et sur la partie supérieure de ce manche à droite, la poignée de rotation au poignet pour l'agissement sur la commande de gaz. Comment piloter? La troisième diapositive, elle traite du cas des freins. Donc le freinage principal sur les deux roues simultanées. Donc ça se présente avec une commande de frein déjà présente au tableau de bord. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'adaptation spéciale. Certains avions, comme les Piper ou les DR400, disposent de cette manette d'origine, et donc le contrôle est déjà intuitif. Et lorsqu'on n'a pas cette poignée d'origine, et que les freins sont normalement contrôlés par les pieds, là, la commande est doublée, la commande d'origine est conservée, mais la commande est doublée par une poignée qui est actionnée en main droite ou en main gauche sur le manche directement, et qui permet de donc garder le contrôle des trois axes de l'avion et en même temps de pouvoir freiner. La mobilité, donc bien souvent, ce n'est pas un standard nécessaire à la certification, mais lorsqu'un ballonnier est amovible, ça permet donc disons un avion qui n'est pas exploité uniquement pour sa situation particulière et son ballonnier pour les pilotes handicapés des membres inférieurs, mais aussi pour tout à chacun. Et donc la fonctionnalité de la mobilité est un plus pour l'exploitation d'un aéronef en question. Quel cap? Donc là on parle un petit peu d'avenir. D'autres dossiers de développement de ballonniers sont en cours. L'idée, c'est non plus d'adapter un avion, mais d'adapter le pilote. Donc ça rejoint un petit peu les autres projets qu'il y a dans la commission des pilotes handicapés de l'Aéroclub de France. C'est, on arrive avec un certain nombre de handicaps, il y a une interface qui est celle de l'avion, le poste de pilotage. Nous, c'est d'essayer de se remettre en adéquation, en amont, avec ce qui existe dans l'avion. Qu'est-ce qui existe dans l'avion? Il existe un manche, on a les mains, ok, il y a des pédales au pied, il y a des freins au pied, et bien pourquoi pas redonner la fonctionnalité, la mobilité du pilote en situation de handicap pour qu'il ait à nouveau cette mobilité des genoux, des hanches, des chevilles et des pieds pour recontrôler l'interface d'origine sans l'avoir adaptée. Voilà, plusieurs projets existent aujourd'hui. Il y en a un qui a été lancé avec des écoles prestigieuses aéronautiques à Toulouse depuis quelques années. Les étudiants planchent dessus, des grands industriels aussi sont de la partie. Le projet s'appelle ExoFly. Et ma foi, il avance. On ne parle pas d'exosquelette non plus. C'est pas aussi compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'équilibre, de marche ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose externe à l'avion qui appartiendrait aux pilotes, qui sont embarqués et débarqués pour ses propres besoins et qui, évidemment, soit certifié dans la partie le plus en défi. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. J'espère avoir été dans les temps. On est là. La place. On peut passer aux questions aussi, si vous avez des questions à poser à Philippe. C'est possible. Nicolas Chaud, je suis de la commission Andivolt avec l'UBT. Oui. Moi, je découvre un peu l'univers parce que je n'ai pas trop intéressé jusqu'à maintenant, mais je cherche des réponses parce que le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, équiper les planeurs ou les avions, c'est. Micro pour ceux qui parlent et pour que les gens aient accès à ce qui est dit et à la transcription. Donc, la problématique qu'on peut avoir, c'est le fait que ce soit lié à la machine et donc la certification.
où aujourd'hui on a deux problématiques. On a soit des planeurs qui sont équipés de malonniers dès l'origine, dès la construction, et là c'est un surcoût important au niveau de l'association Sofinex. On arrive à des planeurs de plus de 300 000 € aujourd'hui, donc quasiment une heure. Ou des machines qu'on a certifiées sur chaque type d'équipe, qu'on a certifié pour chaque machine. Et par exemple, les malonniers du Vegas, que Ben a développé à l'époque, mais ça leur a pris 15 ans pour faire certifier. Donc là, j'attaque un peu nos avis à la DGAC. Est-ce que vous dites que l'exosquelette, l'équivalent de l'exosquelette, bien sûr, nécessitera forcément une certification, ou est-ce qu'une démonstration auprès de l'OCV pourrait suffire? Puisque là, on est donc, un petit peu sans venir, sans avoir la capacité de répondre politiquement, évidemment, n'étant pas l'autorité de la DGAC ou le LSA. Mais effectivement, un dossier de certification, c'est long. Les délais sont raccourcis par rapport au début, années 70. J'ai fait certifier deux malonniers, un dans les années 2000 et un autre plus récemment, il y a 5 ans. On est sur 2-3 ans de dossier, donc ça va un peu plus vite. On se fait connaître, la sécurité est là, on a rassuré, donc voilà, les choses ont évolué. L'idéal est effectivement, si on ne modifie pas la machine, qu'est-ce qu'on fait? Sous quel régime de certification on est, etc. Donc l'idée, ça serait peut-être de bifurquer vers une autre branche. Nous, on a la classe AHL qui correspond à un clause handicap device pour le côté médical, à APL, donc Proof Prosthesis, qui serait une sorte de prothèse, limitation. L'idée, c'est peut-être d'aller dans cette direction, d'avoir une prothèse qui est nécessairement besoin d'être validée, mais pas à malonnier. Avant, on était sur le régime hand control, comme malonnier. Avant, la prothèse maintenant adaptée. D'aller sur ce régime. Merci.